Donc dans les deux premières parties, nous avons vu les moteurs à deux vitesses à enroulement séparé et les moteurs d'Allender. L'inconvénient de ces moteurs, c'est qu'on ne pouvait avoir que deux vitesses, soit la petite ou soit la grande vitesse. On ne pouvait pas faire varier la vitesse du moteur allant de 0 à 1500 tours par minute par exemple. Donc cette solution, c'était une solution ancienne qui a été utilisée lorsqu'il n'y avait pas de l'électronique de puissance. Maintenant on prend un moteur de tout ce qui est standard et on l'accouple à un variateur de vitesse. En faisant varier la fréquence, on fait varier la vitesse du moteur. Et cette solution, ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser les moteurs à deux vitesses en enroulement séparé ou les moteurs d'Allender. Donc là ici on est à la page 3 sur 7 et on va aller à la page 6 sur 7. Donc on va voir le bloc fonctionnel du variateur. Donc ici nous avons le variateur. Donc ici il est accouplé à un moteur. On va faire un petit zoom. Donc ici là j'ai le réseau triphasé qui arrive de fréquence fixe. Donc on le passe dans un redresseur. Donc si je regarde ici, j'ai une phase qui est en pointillé. Pourquoi? Parce que soit on pourrait l'utiliser en monophasé ou soit on pourrait l'utiliser en triphasé. Donc on le passe dans un redresseur et ensuite lorsque ça sort du redresseur, la tension elle est de cette allure. Attention, ce n'est pas une double alternance, hein. Donc comme on est en réseau triphasé, donc cette allure elle va être cette allure. C'est une tension continue qui est positive mais qui ondule. Donc il faudrait filtrer cette tension. Donc on met un condensateur. Donc à la sortie du condensateur, on aura une tension continue qui est pratiquement lisse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On le repasse dans un onduleur. Alors le rôle d'un onduleur, c'est quoi? C'est de transformer la tension continue en alternatif. Donc finalement on refabrique de l'alternatif, mais cette fois-ci on va le moduler. Donc l'allure du courant dans le moteur elle est donnée là. Ce qui est en rouge c'est l'intensité et ce qui est en vert c'est la tension, qui est une fois positive, une fois qui est négative, mais elle est, on va dire, l'intensité au niveau du moteur elle est pratiquement sinusoïdale. Par contre la tension au niveau du moteur elle n'est pas du tout sinusoïdale. Elle est, on va dire qu'elle est découpée, elle est hachée comme dans un hacheur. Ok, donc nous avons une tension qui est hachée, un courant qui est pratiquement sinusoïdal. Pour faire varier la vitesse du moteur, il faut faire varier la fréquence. Donc si je regarde ici, la tension, on envoie un petit bout. Ensuite on envoie un peu plus, et ensuite on le réduit, ensuite on augmente, on le diminue. De cette façon on obtient une intensité qui est pratiquement sinusoïdale. Pour faire varier la fréquence, on va faire varier la période de cette tension. En augmentant, si la période elle est grande, ça veut dire que la fréquence elle est petite. Si la période elle est courte, ça veut dire que la fréquence sera grande. Donc en agissant ainsi, on va faire varier la vitesse
du moteur. On va faire varier la fréquence, donc par conséquent on va faire varier la vitesse du moteur. Donc en bas on a un schéma de puissance. Donc le redresseur on le retrouve là. Lorsqu'on le réseau est triphasé, on va utiliser les 6 diodes. Et lorsque le réseau est monophasé, on va utiliser les 4 diodes. Ensuite, le condensateur, il est là. L'onduleur, il se trouve là. On a 6 transistors. Donc la modulation de la tension se fait grâce aux 6 transistors qui sont là. Et pour faire varier la fréquence également, ce sont les 6 transistors qui vont le faire. En ouvrant et en se fermant plus ou moins rapidement, ils vont moduler la tension de façon à ce qu'on ait une intensité qui est pratiquement sinusoïdale. Donc c'est eux aussi qui vont faire varier la fréquence de la tension au niveau du courant au niveau du moteur. Donc cette tension qui est là, on l'appelle un MLI, qui veut dire modulation de la largeur des impulsions. En anglais c'est PWM, P like pulse, W like width et M like modulation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc là, le schéma fonctionnel, il est bon. Donc on va passer à la suite. Donc 30e principe, quel est le rôle de RA et de K? Donc le RA, c'est une résistance qui est là. Et le contact K, il se trouve là. Donc au départ, qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai le réseau triphasé qui arrive. Là j'ai un condensateur. Donc le courant il passe là-dedans. Et là j'ai un condensateur. C'est un condensateur qui est quand même assez costaud. Donc il a une forte capacité. Donc il va se charger rapidement. Donc il y aura un fort appel de courant au départ. Et les diodes, ils ne vont pas supporter ce courant, ce fort courant. Donc on met une résistance en série avec le condensateur pour limiter le courant d'appel du condensateur. Donc finalement il va servir à protéger les diodes, cette résistance. Donc lorsque je mets le réseau triphasé ici, le contact K il sera ouvert. Donc le courant va passer dans la résistance, il va limiter le courant et le condensateur il va se charger. Une fois qu'il s'est chargé, on ferme le contact K. Donc on ferme le contact K. Donc en fonctionnement normal, ce contact K il est toujours fermé. Et lorsque on arrête le variateur, le condensateur il va se décharger. Donc à ce moment là on va ouvrir ce contact K. Donc le condo il va se décharger à travers la résistance RA. Donc c'est ce qu'il faudrait dire ici. Il sert à protéger les diodes lors du chargement et déchargement du condo. Déchargement K ouvert, en fonctionnement normal K fermé. Ce variateur n'est pas réversible. Pourquoi?
Alors déjà, il faut savoir ce que c'est réversible. Pour répondre à cette question. Donc prenons par exemple un ascenseur. Le moteur il tourne, donc l'ascenseur il monte. À ce moment-là, c'est le moteur qui entraîne la charge. Et lors de la descente de l'ascenseur, c'est la charge qui entraîne le moteur. Donc à ce moment-là, le moteur il va devenir génératrice, il va produire du courant. Ce courant, soit on l'injecte dans le réseau, soit on le fait dissiper dans une résistance sous forme de chaleur. Donc ici, on pourrait voir une partie, c'est marqué résistance extérieure. Donc ça c'est la résistance de freinage. Donc lorsque le moteur il devient génératrice, si on veut injecter le courant produit par le moteur dans le réseau, le courant il va venir là et les diodes ils vont bloquer ce courant. Pour que ce courant soit injecté dans le réseau, il faudrait utiliser à la place d'un pont redresseur à diode, il faudrait utiliser un pont redresseur à thyristor. Et l'impulsion du gâchette se fera de manière électroniquement par tout l'électronique qui est là. Donc soit on l'injecte dans le réseau, soit on le fait dissiper dans une résistance sous forme de chaleur. Donc c'est une résistance qui est assez costaud, hein. Donc c'est une résistance qu'on installe à côté du variateur. Sa taille dépendra de la puissance du moteur, également de la taille du variateur. Donc ce qu'il faudrait dire ici, ce variateur n'est pas réversible. Pourquoi? Parce qu'il y a des diodes ici. Le courant ne peut pas être injecté dans le réseau. Donc lors du fonctionnement en génératrice, l'énergie récupérée ne peut pas retourner au réseau car les diodes redresseurs bloquent. Au niveau de sa conception, que faudrait-il modifier pour le rendre réversible? Ce que j'avais dit, il faudrait utiliser des thyristors à la place des diodes. Ensuite, dans combien de cadrans peut-il fonctionner? Donc pour ça, il faut aller en bas. Donc là, j'ai sur l'axe des ordonnées, on a le couple. Sur l'axe des abscisses, on a la vitesse. Et on marque leur équivalent électrique. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Ça serait plus simple à comprendre. Parce qu'avec le couple et la vitesse, c'est assez compliqué. Lorsque la puissance du moteur est positive, ça veut dire quoi? Que je suis en fonctionnement moteur. Et lorsque la puissance du moteur est négative, ça veut dire quoi? Je suis en fonctionnement génératrice. Donc l'équivalent du couple électrique, c'est l'intensité. L'équivalent électrique de la vitesse, c'est la tension U. Donc alors il y a une règle pour numéroter les cadrans. On note 1, 2, 3, 4. Dans le cadran 1, la puissance elle est positive. Donc ça veut dire que je suis en fonctionnement moteur. Donc l'énergie elle va du réseau vers le moteur. Alors encore où est-ce qu'on est en fonctionnement moteur? Dans le cadran.
certainement dans le cadran 3, j'ai une tension qui est négative et une intensité qui est négative également. Moins 2 fois moins 3, ça va me donner plus 6. Et donc idem, moins i fois moins u, ça va me donner une puissance certainement positive. Mais je serai dans le sens inverse du moteur, c'est-à-dire en marche arrière. Donc là ici on est en fonctionnement moteur. Donc l'énergie elle va du réseau vers le moteur. Dans le cadran 2, l'intensité est positive. Par contre la tension elle est négative. Donc la puissance elle est négative. Donc forcément on est en génératrice. Donc dans ce cas l'énergie elle sera produite par le moteur. Donc l'énergie elle ira du moteur vers le réseau. Dans notre cas, elle est dissipée sous forme de chaleur dans une résistance. Donc on met une résistance. Dans le cadran 4, c'est la même chose. Donc là ici, l'intensité elle est négative. La puissance elle est positive, donc on aura une puissance qui est négative. Donc l'énergie elle ira du moteur vers la résistance. Donc dans combien de cadrans peut-il fonctionner? Donc il peut fonctionner dans les 4 cadrans. Par contre, dans 2 et 4, l'énergie est dissipée en chaleur dans R. En fonctionnement hypersynchrone, charge entraînante, quelle solution technique a été retenue pour obtenir le ralentissement? Donc déjà il faut savoir ce que c'est hypersynchrone. Donc déjà synchronisme, ça veut dire quoi? C'est la vitesse. La vitesse de synchronisme, c'est la vitesse du champ magnétique tournant. Donc hypersynchronisme, ça veut dire qu'on tourne plus vite que la vitesse du champ tournant. Donc ça veut dire qu'on est en fonctionnement génératrice. Donc le moteur il tourne plus vite que le champ tournant. Donc dans ce cas-là, quelle solution technique a été retenue pour obtenir le ralentissement? Lorsqu'on est en fonctionnement génératrice, l'énergie produite, on ne l'injecte pas dans le réseau. On le fait dissiper sous forme de chaleur dans une résistance. Donc c'est ce qu'il faudrait dire. Cadran 2 et 4. Pourquoi cadran 2 et 4? Parce qu'on est en fonctionnement génératrice. Donc l'énergie est dissipée dans la résistance de freinage. Donc c'est ce qu'il faudrait dire. Ensuite, à l'arrêt, quelle solution est utilisée pour bloquer le rotor? Donc déjà, il faudrait voir comment le rotor il tourne. Donc dans un moteur asynchrone, il y a 3 bobines. Donc on est alimenté en réseau triphasé. Ça crée un champ magnétique tournant. Le rotor, lui, il essaye toujours de rattraper cette vitesse, mais il n'arrive jamais. Donc pour inverser le sens du moteur, j'inverse le sens du champ magnétique tournant. Donc pas comment? En inversant les phases. Donc le rotor il va tourner dans le sens inverse. Pour bloquer le rotor, j'alimente qu'une seule bobine en courant continu. Comme ça le rotor, qu'est-ce qui se passe si j'alimente une seule bobine en courant continu? Je crée un champ magnétique fixe. Donc le rotor il va se caler sur ce champ. C'est ce qu'il faudrait dire ici. À l'arrêt, quelle solution est utilisée pour bloquer le rotor? Donc moteur asynchrone, ouais, donc ce que j'avais dit. Donc c'est ce qu'il faudrait dire ici. Donc pour ça il y a un contact, il y a une borne spéciale pour ça. Donc là ici on est dans le variateur.
Donc là ici on est dans le variateur, au-dessus on a le schéma de puissance. Donc ici là j'ai 3 contacts. Marche avant, marche arrière pour le freinage. Ces contacts, soit on utilise des commutateurs, soit on utilise les contacts d'un automate pour faire le marche avant, marche arrière et le freinage. Donc pour bloquer le rotor, il faudrait alimenter cette borne pour bloquer le rotor. Ensuite IGBT, ça on ne le fait pas. Ensuite on a les critères de choix variateur. Mais avant ça, on va voir un petit truc. Donc le rôle d'un variateur, c'est que il fait varier la vitesse du moteur. Mais il faudrait qu'on lui donne une consigne de vitesse. Donc soit ça se fait par le biais d'un potentiomètre qui est là. On fait varier de 0 à 10 volts pour faire varier la vitesse du moteur. Ça c'est manuellement. Ou bien on envoie un signal analogique via une sortie analogique d'un automate. Soit on envoie du 0,10 volts, soit on envoie du 4,20 mA, soit on envoie du 0,20 mA pour envoyer une consigne. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc ensuite on a les critères de choix d'un variateur. Donc ça va dépendre, le choix d'un variateur, ça va dépendre déjà de la puissance du moteur, de la nature du réseau, si on est en monophasé ou en triphasé, et également de l'environnement, c'est-à-dire c'est en fonction de l'altitude, de la température, encore de l'indice de protection, et également du nombre de cadrans de fonctionnement, s'il est réversible ou pas. Ensuite, on a les principales fonctions intégrées au variateur. Donc le variateur, il peut protéger contre les surcharges. Donc il a une protection thermique. On pourrait régler la rampe d'accélération ou de décélération du moteur. Et dans certains variateurs, on pourrait faire des vitesses de présélection. Donc ces vitesses de présélection, sont des vitesses qu'on le règle déjà dans le variateur. Par exemple, je prends un commutateur, je mets dans la position 1 et je vais lui dire tu tournes à la vitesse low speed, c'est-à-dire la vitesse basse. Si je mets le commutateur à la position 4, tu tournes à la vitesse la plus haute, c'est high speed, HSP. Donc je mets la position, donc je mets sur la position 4, je tourne, tu vas tourner à la vitesse la plus haute, high speed. Donc si je mets sur la position 2, il va tourner à une certaine vitesse que l'on règle dans le variateur. Et également, si je mets dans la position 3, il va tourner à on lui dit que tu tournes à une telle vitesse. Donc ici, j'ai oublié aussi de parler de l'inversion de sens de marche du moteur. Pour inverser le sens du moteur, le sens de marche du moteur, on n'utilise pas des contacteurs,
comme on utilise un variateur, c'est le variateur qui va le faire. Et ça se fait par l'intermédiaire des 6 transistors qui sont là. En inversant l'ordre de fonctionnement des transistors, on va faire inverser le sens de marche du moteur. Et le moteur se branche là, sur U, V, W. Donc ensuite nous verrons une application du variateur.